Retour dans ce tube spécial de fin d'année avec un invité de marque, le recordman officiel des JT en France, Jean-Pierre Pernaut. Votre coup de cœur 2017 va venir s'installer à côté de vous dans quelques instants. Mais d'abord, on vous a demandé de plancher un petit peu pour le tube, de préparer votre palmarès média 2017. Première catégorie, quelle est la personnalité média de l'année selon vous? C'est une comédienne qui, moi, m'a profondément marqué. Et elle s'appelle Laetitia Milo. Je l'ai trouvée extraordinaire dans tous les épisodes de La Vengeance aux yeux clairs. Je trouve que c'est la comédienne qui a explosé cette année. Justement, j'allais vous demander quelle est votre série préférée. C'est La Vengeance aux yeux clairs, avec Sur aussi TF1. Le Tueur du Lac aussi. Sur TF1 aussi. Oui, avec Julie de Bonnat qui a été formidable aussi, mais petite préférence à la première série. Mais vous regardez que des séries sur TF1 ou vous pouvez la suivre, Laetitia Milo, dans Plus belle la vie, par exemple? C'est vraiment deux séries que j'ai beaucoup aimées. La Vengeance aux yeux clairs, je trouvais que c'était très bien fait. Le Tueur du Lac aussi. Parce qu'elle revient sur France 3 dans pas longtemps avec Plus belle la vie. Sur France 3, oui, non, mais elle est formidable. Alors, mon autre question, forcément, c'est l'événement qui vous a le plus marqué cette année. Alors, il y en a eu deux qui sont indissociables, pas indissociables, il y en a eu deux qui ont été marquants. C'était l'élection présidentielle et l'arrivée de ce jeune président, le plus jeune président de l'histoire de France, Emmanuel Macron, et en plus amiénois. Donc, moi, j'avais deux raisons d'être content, un jeune et un amiénois. Et puis, le deuxième événement, c'est celui, à mon avis, qui restera quand même dans la mémoire des gens. Dans la mienne, en tout cas, c'est la mort de Johnny Hallyday, parce que on a vu l'hommage extraordinaire que j'ai présenté sur TF1 avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de tristesse. Et voilà, puis de voir 1 million de gens dans les rues, 15 millions de gens à la télé, ça a été l'événement, à mon avis, marquant de l'année. Vous étiez en direct et le jour de l'annonce de sa disparition et le jour de ses obsèques, de son hommage populaire. Oui. C'est difficile de faire la part des choses quand on est à la fois aussi touché, parce qu'on peut être fan, on peut être ami. Oui, on n'a pas à faire la part des choses là-dessus. On doit raconter ce qui se passe. Et quand on voit des gens qui remplissent les Champs-Élysées, quand on voit l'émotion dans l'église de la Madeleine ensuite, les petits mots de Lynn Renaud, de Bruel, de plein d'autres, et l'émotion, les gens qui pendant 1h30 de messe, 1 million de personnes sont restées dehors, immobiles, à prier, à regarder, à penser à Johnny, à leur passer à eux, parce que Johnny, c'est toute notre vie, en fait. Pour moi, c'est presque 60 ans de ma vie, je le connais depuis que je suis presque né, donc voilà, donc c'est toute une vie qui passe, et puis c'est quelqu'un qui s'en va alors qu'on le croyait immortel, et il y a une émotion vraiment considérable autour de sa mort. L'hommage populaire était un samedi matin, c'est vous qui avez demandé à être autour de la table? Non, c'est Thierry. Comme j'avais présenté la première spéciale le jour de sa mort, pendant 5 heures le matin, après Pascal de la Tour du Pin, j'avais pris de relais sur l'antenne de TF1. Donc Thierry Tuelier m'a demandé d'accompagner Anne-Claire le samedi. Alors, on vous avait aussi demandé le couac de l'année, selon vous. Je ne parlerai pas de couac. Il y a trop d'émissions, on dit du mal des autres. Je pense qu'il faut s'intéresser à son boulot et pas à celui des autres. Pas de couac pour Jean-Pierre Pernaut. Non. Oh, il y en a eu, oui, mais je vous en parlerai pas. Regardez cette une du Monde, on va la voir, qui date du 26 novembre dernier. Ce titre, Violence sexuelle, l'onde de choc mondiale. C'est évidemment un autre des faits médias de l'année, une enquête du New York Times qui aboutit à une lame de fond. On l'a tous suivi, évidemment. Tout a démarré le 5 octobre dernier, le jour où le quotidien new-yorkais a révélé les accusations d'agression sexuelle visant le producteur de cinéma, Harvey Weinstein. Depuis cette date, chaque jour ou presque apporte son lot de révélations. Et cette question, ces scandales peuvent-ils faire changer les mentalités? 3 mois plus tard, qu'est-ce qui a réellement changé? Élément de réponse tout de suite avec Antoine Lee. Voici l'information qui a tout déclenché. The new headline tonight involving one of the most powerful figures in Hollywood. Several allegations of sexual harassment against movie producer Harvey Weinstein. Depuis octobre, un déferlement de témoignages, d'accusations, de révélations dans le monde entier. Kevin Spacey scandal, the actor accused of sexual misconduct with a Broadway star, then just 14 years old. Dustin Hoffman is the latest Hollywood figure accused of sexual harassment. Une onde de choc largement relayée par les médias qui ne s'essouffle pas, bien au contraire. L'affaire Weinstein a vraiment permis cette libération et cette prise de conscience chez les femmes qu'elles avaient un pouvoir et qu'elles pouvaient l'exercer. La parole se libère et de nouveaux outils sont mis en place pour protéger les femmes. Le sujet des violences contre les femmes est devenu incontournable. 1 mois après le début du séisme, le Tube dresse l'état des lieux. Lundi 30 octobre, le journal Libération consacre à nouveau sa une au harcèlement sexuel. Depuis le début de l'affaire, c'est déjà la 3e fois. À l'intérieur du journal, une enquête de 9 pages étayée par de nombreux témoignages de victimes. Nous nous rendons dans les locaux de Libération. Marie Otavi a supervisé ce dossier.
Personne ne s'imaginait qu'il y aurait autant de femmes qui auraient besoin de parler. Ça parle aussi de l'évolution d'une société, c'est-à-dire que maintenant, les femmes peut-être plus jeunes ne veulent plus tolérer certains actes. Et c'est ce que cette vague de paroles prouve, en fait. Ces dernières semaines, de nombreux médias français ont lancé leurs journalistes sur la piste du harcèlement sexuel. Pour la première fois de son histoire, le site BuzzFeed a même lancé un appel à témoins au titre explicite. Parlez-nous des Harvey Weinstein de votre secteur. La rédaction a reçu plusieurs dizaines de réponses. L'affaire Weinstein a changé ceci, ça a libéré la parole d'une certaine mesure, mais ça nous a aussi permis, à nous, journalistes, d'accéder à cette parole, qui se transmet plus seulement à des amis, à des proches ou à des collègues, mais qui désormais arrive dans nos boîtes mail, sur nos téléphones, parce que des gens ont envie qu'on raconte leur histoire et qu'on enquête sur leur histoire. Pour convaincre les victimes de témoigner, BuzzFeed utilise un protocole ultra sécurisé, une mesure inédite, comme nous l'explique la rédactrice en chef, Cécile de Hesdin. Donc on a mis en place un numéro de téléphone grâce auquel les personnes pouvaient nous contacter sur des applications sécurisées et cryptées comme Signal ou Telegram. Le plus important, c'est que nos sources se sentent, qu'on crée une relation de confiance avec elles ou qui nous permettent ensuite d'enquêter sur le fond de ce qu'elles nous apportent comme témoignage. BuzzFeed a notamment révélé l'existence d'une plainte pour harcèlement sexuel et moral déposée récemment. Elle concerne un ancien directeur de la rédaction de France 2 qui nie les faits. Les mentalités évoluent progressivement, mais les réticences sont nombreuses. Clara Gonzalez et Elliot Lepers sont deux militants féministes. Le 27 octobre, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un numéro de téléphone anti-relou. Comment ça marche? Si un relou insiste pour avoir mon numéro, je lui donne celui-ci en lui faisant croire que c'est le mien. Et 1 heure après, il va recevoir un message qui lui dit « Vous avez mis une femme mal à l'aise, apprenez à entendre quand on vous dit non ». Une initiative directement inspirée d'une idée américaine. Kayla Stern travaille pour un site féministe. C'est elle qui a eu l'idée la première. Nous l'avons contactée à New York. Souvent, ces hommes ne se rendent pas compte. Personne ne leur a expliqué. Donc le but, c'est de les éduquer. Et ça a suscité quel type de réaction, votre numéro de téléphone? Des dizaines de sites ont parlé de nous, des magazines aussi. Et sur les réseaux sociaux, les gens ont partagé le numéro et l'ont transmis à leurs proches. En France, l'initiative a d'abord connu un franc succès. 30 000 messages envoyés en seulement 3 jours. Mais une semaine après son lancement, le numéro ne fonctionne plus. Les deux militants l'ont suspendu à cause de centaines de messages d'insultes et de menaces. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé si j'avais bien assuré mes 2 jambes. Moi, il y a un message qui dit « Suicidez-le », par exemple. Donc c'est une menace de mort concrète. Ça montre qu'il y a une petite minorité d'hommes qui a vraiment du mal à accepter que la société change et qu'on est en train d'aller vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, ils sont prêts à utiliser de l'intimidation, la violence, d'aller commettre des délits pour essayer de nous faire taire. Face à ces menaces, Clara et Elliot ont porté plainte. Leur numéro anti-relou sera quant à lui bientôt réactivé. Quel bilan dresse-t-il du mois qui vient de s'écouler? Réponse de Clara Gonzalez. Avec l'affaire Weinstein, le sujet des violences faites aux femmes, il est devenu central dans la société. Il a inondé toutes les discussions. Donc maintenant, il y a une légitimation de ce sujet grâce à la prise de conscience médiatique aussi. Et on espère que les pouvoirs publics ne vont pas laisser la vague retomber. Jean-Pierre Pernaut, comment avez-vous réagi à ce déferlement de témoignages, de prises de parole? Alors, de 2 manières. Je trouve ça très très bien que des femmes puissent parler, qu'on les écoute et qu'on les prenne au sérieux. Et ça, je trouve ça formidable. Et j'ai été extrêmement gêné par le déferlement de conneries sur les réseaux sociaux avec des hashtags disant n'importe quoi. Donc ça m'a hashtag balance ton port vous a gêné. Il faut faire très attention dans ce genre de cas. Alors Jean-Pierre Pernaut, dans ce tube spécial fin d'année, on vous a demandé de penser à une personnalité que vous vouliez avoir à vos côtés pour justement conclure 2017 en beauté. Cette personnalité, c'est un pilote de Formule 1. Mais c'est un pilote automobile que j'adore parce que j'adore le sport automobile. Ça n'est pas mon fils, c'est un autre pilote, un grand pilote qui porte les couleurs de la France depuis des années en Formule 1, c'est Romain Grosjean. Et qu'on va accueillir tout de suite sur le plateau du Tube. Bonjour Romain, merci d'être là, d'avoir répondu présent à l'invitation de Jean-Pierre Pernaut. Ça vous étonne qu'il ait pensé à vous ? Oui. Pourquoi? Non, avec Jean-Pierre, on a eu la chance de se rencontrer sur le Trophée Andros et
et sur le plateau du JT, de faire de la course automobile ensemble. Et moi, j'adore les gens qui aiment la course parce que je suis un passionné. Et alors, il a un truc particulier dans le sport, c'est qu'au Trophée Andros, on a découvert un pilote extraordinaire qui vient de temps en temps et qui gagne une course. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, j'étais toujours 10e, les 10 premiers font des progrès. Lui, il arrive, il gagne, et il s'amuse. Mais surtout, ça sent bon autour de son écurie parce qu'il fait la cuisine. Oui, mais j'allais dire, il n'y a pas qu'une seule passion qui vous réunit, le sport automobile, il y a aussi le goût plutôt pour les bonnes choses d'ailleurs. Je pourrais vous rejoindre aussi dans cette team, parce qu'en fait, vous venez de sortir un livre de cuisine en association avec votre épouse, Marion Angelès, qui est aussi une de vos collègues sur TF1, Le Monde est petit. Oui. Et oui, on voit ici Marion et Romain Grosjean, cuisine et confidence. C'est vraiment une passion, la cuisine? On ne vous attendait pas forcément sur ce terrain-là. Non, c'est vrai, mais il y a quand même une voiture en première page. Oui. Non, c'est vraiment une passion depuis 2009, en fait. Donc, j'emménage tout seul, et puis j'étais trop lourd pour la Formule 1, donc il a fallu que je perde du poids. Haricots verts, poulet, vapeur, au bout d'une semaine, j'en ai eu un petit peu marre. Et donc, j'ai commencé à regarder les livres de recettes. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs. Et on a voulu faire ce livre, qui est un livre où on a pris énormément de plaisir. Il y a 46 recettes. Rassurez-moi, ce n'est pas un livre de régime. Non, il y a une partie régime du sportif, où j'explique un peu ce que je mange quand il faut faire plus attention. Mais surtout, chaque recette a une histoire derrière, une petite anecdote que Marion a écrite. Pourquoi on l'a fait, est-ce que c'était pour des amis, dans quel cadre. Et donc, c'est un petit peu rentré chez nous à travers notre cuisine. Vous l'avez feuilleté? Je l'ai feuilleté, alors je ne vous dirai pas des recettes en particulier, mais ce qui est bien, ce qu'il disait, c'est que on peut faire attention en mangeant bien et que la cuisine, c'est du plaisir. Et même le diététique, il y a des plats diététiques qui sont formidablement bons et bons à faire. J'essaie d'apprendre, moi. Et vous avez regardé l'almanach des régions, vous validez les recettes de cuisine qui sont dedans? Je valide. C'est des typiquement régionales aussi. Non, Romain est quelque chose de formidable parce que c'est quand même l'un de nos plus grands champions. Il n'a pas l'air comme ça, mais bon, l'an prochain, on aura 4 Français en Formule 1, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est Romain qui a tenu le flambeau après les grands qui avaient disparu, les Panis, Prost et autres qui ont arrêté. Puis Romain, il a repris le flambeau. Puis maintenant, il y a 3 petits jeunes derrière ou devant, parfois, ça dépend des voitures. Et le retour du Grand Prix de France, surtout, c'est une année symbolique pour vous, non? C'est une très belle année, ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'ai besoin d'être ce 24 juin prochain sur la grille de départ, où on aura la Marseillaise avant le départ du Grand Prix, où on aura tous les supporters qui sont venus voir la Formule 1, mais j'imagine nous encourager encore plus. Et puis on a un Grand Prix à la maison. À Canal+ aussi, on est très contents, forcément, parce qu'on diffuse la Formule 1 et on est content que ça revienne en France. Vous serez? Mais j'y serai, bien sûr, et en plus, d'autant plus qu'on partagera. Ce sera l'un des 4 Grands Prix qu'on partagera l'an prochain entre TF1 et Canal. Exactement. Donc on verra aussi la course sur Canal, la victoire de Romain ou d'un des 3 autres Français. Alain Prost a gagné son premier Grand Prix au Grand Prix de France. Donc. On verra ça en juin. Alors, vous le savez, au Tube, on est très branché médias et réseaux sociaux. On a regardé, vous êtes très suivis, si je ne me trompe pas, presque 800 000 followers sur Twitter, 400 000 sur Instagram, 300 000 sur Facebook. C'est important pour vous de communiquer votre passion ou même de communiquer tout court? Oui, parce que à travers les réseaux sociaux, on peut partager un petit peu ce qu'on vit au quotidien. C'est un moyen vraiment de se rapprocher des fans. Vous faites attention quand même à ce que vous postez? Oui, j'essaie pas forcément de prendre d'avis sur des choses qui ne regardent pas forcément les gens. Et on reçoit beaucoup d'amour aussi à travers les réseaux sociaux. Quelques personnes qui vont pas dans votre sens, mais dans l'ensemble, je trouve que ça vraiment crée une relation assez unique. C'est joliment dit. Il publie des photos magnifiques de la voiture en plus, de la voiture et des grands prix, parfois en coulisses. C'est absolument génial. Oui, bien sûr. Alors dans le Tube, on a une interview en images qu'on soumet à nos invités, c'est-à-dire que je vais vous présenter des photos, des images, soit en rapport avec vous, avec l'actu média, et puis vous nous dites ce que ça vous inspire, tout simplement. Alors j'ai une première photo. Stéphane Bern. Patrimoine, défense du patrimoine. Le nouveau monsieur patrimoine. Je m'en occupe, ça fait 30 ans qu'on essaie de défendre le patrimoine dans le Trésor. Et quand il a été nommé par Emmanuel Macron pour avoir cette mission de défense du patrimoine, j'ai trouvé ça absolument génial, parce que c'est un passionné et qui va trouver des idées pour sauver le patrimoine. 2018, ça va être une grande année grâce à lui. Et vous, alors, vous auriez aimé être nommé ou vous pourriez un jour accepter cette mission? Pourquoi pas, mais c'est vrai que Stéphane a été plus proche du président qu'il connaissait mieux que moi, mais je trouve ça très très bien, et puis son attachement au public, les émissions qu'il fait, moi aussi, mais bon, c'est très bien, je le soutiens à fond dans ce qu'il va faire. Autre photo. L'organisation le sportif. Des Jeux Olympiques 2024 revient en France. On a un Grand Prix de France qui revient, on a Paris 2024, il y a la Coupe du Monde de rugby. 2023. C'est génial de voir que la France
aime le sport à ce point. Et il y a quelque chose que j'ai aimé voir à la télé, c'était Emmanuel Macron, qui justement pour Paris 2024, qui était venu avec les athlètes, qui avait, il me semble, joué un petit peu au tennis, enfin, fait des choses pour promouvoir Paris 2024. Et j'ai trouvé, voilà, j'étais fier de voir ces images en me disant, on aime le sport et ça fait chaud au cœur. Alors, il n'y a pas de sport automobile aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une frustration pour un sportif professionnel de ne pas pouvoir participer? J'imagine que ça va être quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai que le sport auto ne se prête pas aux Jeux Olympiques. Maintenant, je serai certainement quelque part dans les tribunes à soutenir les Français. Il y aura tellement de choses, c'est vraiment quelque chose qui va être magique. Vous êtes impatient, vous aussi? Ah oui, oui. Au 13h, on va faire plein de spéciales en 2024, vous verrez. Très bien, merci beaucoup.